Bonjour à tous, nous sommes en direct à la médiathèque André Malraux de Strasbourg, en salle de conférence. Il n'y a personne dans la salle en raison du contexte sanitaire, mais vous pouvez nous retrouver en live sur le YouTube et le Facebook des médiathèques de Strasbourg. Et nous accueillons aujourd'hui Éric Mandinali. Bonjour Émeric. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler de ces grands méchants qui circulent sur Internet, les légendes urbaines. Et je crois que vous voulez nous raconter l'histoire d'un clown qui circule aux alentours de Colmar. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, exactement. En fait, c'est une histoire que j'ai entendue d'un ami qu'il la tenait lui-même d'une amie qu'il a rencontrée pendant les scouts. En fait, cette histoire, elle se passe effectivement dans les environs de Colmar. Dans une maison, il y a une babysitter au rez-de-chaussée qui regarde la télé. Et il y a un bébé qui dort tranquillement à l'étage. Et à un moment donné, dans la soirée, la babysitter, elle entend le bébé qui n'arrête pas de pleurer. Du coup, elle monte à l'étage pour le réconforter. Le bébé finit par se calmer. Et plusieurs fois, comme ça, pendant la soirée, le bébé, il est pris de pleurs, en fait, incontrôlables. Et à un moment donné, la babysitter, elle regarde dans la chambre du bébé et puis elle constate que dans un coin, il y a une grande statue de clown qui doit faire à peu près la taille d'un être humain, en fait. Et elle se dit, mais ça se trouve, c'est ça qui fait peur au bébé. Je vais peut-être essayer de l'enlever de la pièce. Mais elle se dit, je vais pas le faire comme ça, je vais quand même téléphoner aux parents pour leur demander l'autorisation. Là, elle téléphone aux parents, elle tombe sur le père. Et le père, en fait, il prend un air paniqué et lui dit euh, sortez immédiatement de la maison, on n'a pas de statut de clown. Alors la babysitter, elle s'enfuit avec le bébé. Entre-temps, il y a la police qui arrive. Et là, en fait, on voit par la fenêtre la statue de clown qui sort de la fenêtre. Les policiers réussissent à intercepter l'individu. Et en fait, il se révèle que c'était un homme qui s'était échappé de l'hôpital psychiatrique de Rouffach. Ah, ça fait peur cette histoire, mais alors, est-ce que c'est vrai cette histoire de clown qui circule aux alentours de Colmar pour voler les bébés ? Bah, vous faites bien de poser la question. Moi, je me suis posé exactement la même question. En fait, en faisant des recherches sur Google, en tapant tout simplement des mots-clés pour décrire l'histoire, je me suis rendu compte déjà qu'elle circulait dans plein de versions différentes. Certaines étaient localisées à Colmar, d'autres étaient localisées dans une ville de Californie. L'histoire circulait en anglais, mais aussi en français. Et surtout, en fait, il y avait plein de petits changements dans l'histoire d'une version à l'autre. Par exemple, d'une histoire à l'autre, la réelle identité de la statue de clown, elle était différente. Et surtout, en regardant dans la presse, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun fait divers qui décrivait cette histoire de statue de clown. Et je pense qu'une telle histoire, en fait, ça aurait forcément figuré dans la rubrique fait divers d'un journal. Et c'est tous ces indices-là plus d'autres recherches qui m'ont amené à conclure que j'étais tombé sur une légende urbaine. D'accord, et qu'est-ce qu'une légende urbaine ? Parce qu'on entend beaucoup parler des fake news dans les médias, notamment des fake news qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une légende urbaine et une fake news ? Alors c'est une bonne question parce qu'il y a quelques années, on avait tendance à cataloguer tous les récits faux qui circulaient sur Internet avec cette étiquette de légende urbaine. Et aujourd'hui, on a tendance à faire la même chose en utilisant cette étiquette fake news. En fait, légende urbaine et fake news, ça correspond à deux types de fausses informations différents. Les légendes urbaines, elles se présentent plutôt sous la forme d'une anecdote, souvent à l'origine un peu douteuse. Quand quelqu'un vous raconte une légende urbaine, il vous dit souvent c'est arrivé à l'ami d'un ami. Et comme je l'expliquais pour l'exemple de la statue de clown, les légendes urbaines, elles circulent souvent sous des multiples versions.
Et parfois, elles peuvent circuler comme ça via le bouche à oreille ou via des canaux informels comme les messageries WhatsApp à l'heure actuelle, sur plusieurs années, voire dizaines d'années, voire pour le cas des histoires d'autostoppeuses fantômes. Ces histoires, elles circulent enfin des autostoppeuses fantômes, elles circulent depuis un siècle. Les fake news, c'est différent. Les fake news, déjà, elles sont, contrairement aux légendes urbaines où on n'identifie pas forcément l'origine, les fake news, ça va être souvent créé par un individu ou un groupe d'individus dans le but de nuire à une personnalité politique ou de soutenir une cause politique ou pour des raisons économiques. Et les fake news, elles se présentent plutôt sous la forme en fait, elles imitent un peu les codes du journalisme, des informations. Donc ouais, ça prend plutôt la forme d'une information telle qu'on peut la lire dans le journal, en fait. D'accord, merci pour ces explications. Et toi, Émeric, est-ce que tu as déjà cru à une légende urbaine? Oui, je me souviens, enfin j'en ai déjà cru à plein de légendes urbaines et même aujourd'hui des fois ça m'arrive de me faire encore un peu avoir. Je m'en souviens d'une en particulier quand j'étais au lycée. En fait, on m'avait raconté qu'il y avait des junkies qui s'amusaient à cacher leurs seringues usagées à l'intérieur des sièges de cinéma. Ces junkies étaient atteints du sida et en fait, leur but c'était de propager le sida au maximum de personnes possible. Et j'arrive plus tout à fait à me souvenir si j'y croyais à 100% ou pas. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que à l'époque où j'allais au cinéma, à l'époque où on pouvait encore aller au cinéma, je passais ma main sur le fauteuil pour vérifier s'il n'y avait pas une de ces seringues usagées, en fait. Donc je pense que j'y croyais quand même un petit peu à cette histoire. Et justement, comment on fait pour déceler le vrai du faux dans ces histoires, notamment quand on est jeune, puisque tu racontes que tu croyais à ces histoires quand tu étais au lycée. Comment on fait pour aider les jeunes à, à savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux dans ces histoires? Euh, la première chose que je pourrais te dire, c'est que à partir du moment où vous vous rendez compte qu'une histoire, en fait, elle provoque un certain nombre d'émotions chez vous, comme la peur, ou à partir du moment où vous êtes tenté de partager ces histoires parce qu'elles vous choquent ou parce qu'elles vous font peur, faut pas les partager tout de suite. Faut avoir le réflexe, comme je l'ai eu en fait pour cette histoire de statut de clown, d'aller vérifier déjà sur Google en tapant quelques mots-clés quel type de résultat vous avez. Est-ce que cette histoire, elle circule uniquement sur des canaux informels, sur des blogs, des forums, sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il y a certains médias qui rapportent cette histoire? Et également, vous pouvez aussi rechercher cette histoire sur ce qu'on appelle des sites de fact-checking. Il y en a un en particulier que j'aime beaucoup et qui est assez riche, c'est Check News. C'est un site qui est fait par des journalistes de Libération. Et en fait, comme les, les informations qu'ils vérifient, c'est des informations soumises par les internautes. On retrouve, c'est assez riche comme base de données. En fait, vous pouvez taper quelques mots-clés et voir s'il y a des journalistes qui ont vérifié telle ou telle histoire, en fait. D'accord. Tu m'expliquais tout à l'heure que ce qui marche dans ces histoires, ce qui fait qu'on y croit, c'est que ça parle de personnages qu'on a dans notre vie quotidienne et ça appuie sur certains clichés. Tu me parlais tout à l'heure du fait que les victimes de ces histoires sont souvent des êtres vulnérables, par exemple, comme on peut dire des enfants ou des animaux. Est-ce que tu penses que ce qui fonctionne, c'est aussi ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, les légendes urbaines, elles s'appuient souvent un peu sur des peurs primaires. Et une des peurs qu'on retrouve beaucoup, c'est la peur de l'étranger, la peur
des personnes qui sont différentes de nous. Et en fait, en étudiant un petit peu les légendes urbaines, ce dont on peut se rendre compte, c'est que les victimes, comme évoqué, en fait, ça va être souvent des femmes, des enfants, des êtres vulnérables, enfin en tout cas vus comme vulnérables par la société. Et à l'inverse, les méchants des légendes urbaines, ça va être souvent soit des individus marginaux dans la société ou vus par la société comme marginaux, ou des minorités ethniques, des minorités sexuelles. Par exemple, on retrouve beaucoup dans les légendes urbaines dans le rôle des méchants, des membres de la communauté des gens du voyage, de la communauté asiatique. Les homosexuels aussi, on retrouve certains récits, notamment qui parlent un peu de dépravation, où les personnages centraux, ça va être des homosexuels. Dans les années 80-90, c'était aussi beaucoup les punks ou les gothiques. Et il y a une autre histoire, par exemple, de babysitter, gothique, en fait, qui fait cuire l'enfant qu'elle garde dans le four et qui le sert à manger aux parents, en fait, qui lui ont confié l'enfant. Là, c'est un exemple aussi de méchants, entre guillemets, parmi ces groupes vus comme marginaux dans la société. D'accord. Donc finalement, ces légendes urbaines se basent beaucoup sur des clichés, des représentations que peuvent avoir certaines personnes dans la société. Et là, tu nous montres un petit peu le danger de ces légendes, puisqu'en fait, elles amplifient des clichés racistes, homophobes. Est-ce que ton but, toi aussi, en venant parler aujourd'hui de ces légendes urbaines, c'est pas de les déconstruire et de nous prévenir de leurs dangers puisque tu as un blog que nous pouvons signaler, tu peux nous parler un peu de ton blog et de ton action sur ces questions? Oui, ouais, effectivement, j'ai un blog qui s'appelle Spocus, en fait, que vous pouvez trouver sur Google en tapant Spocus ou en tapant spocus.eu. Et effectivement, les légendes urbaines, ce qui est un peu, en fait, ce qui est un peu ambigu à leur sujet, c'est que c'est des récits qui sont à la fois plaisants à raconter, qui génèrent à la fois de la peur et de l'excitation. Mais en même temps, il y a tout ce côté qu'on évoquait tout à l'heure, euh, tous ces clichés racistes ou homophobes en fait, qui se retrouvent dans les légendes urbaines et dont on n'est pas forcément conscient quand on les raconte en fait. Et, par exemple, moi j'ai des amis qui appartiennent on va dire, à des groupes discriminés par les légendes urbaines et qui ont pu me raconter des légendes urbaines qui avaient un fond raciste ou homophobe sans forcément se rendre compte de prime abord de cet aspect-là des légendes urbaines. Et un des buts de mon blog, c'est pas forcément de condamner ces légendes urbaines, mais c'est de dire, ouais, c'est des récits qui sont plaisants, c'est des récits qui sont bien construits, c'est des récits des fois qui peuvent inspirer le cinéma d'horreur ou la littérature, mais il faut faire quand même attention à être conscient que certains de ces légendes urbaines, elles ont un fond homophobe ou xénophobe, qu'elles visent des minorités dans la société, quoi. Oui, tu parles des émotions que ça génère. Peut-être que finalement, ceux qui y croient le plus, ça serait peut-être des amateurs de films d'horreur, tu dirais, ou qu'est-ce qui plaît dans ces légendes, justement? Tu parlais des émotions un petit peu, voilà, de la peur que ça génère. Quand on aime regarder des films d'horreur, on aime avoir peur et on se fait prendre au jeu, quelque part. Ouais, je pense, elle génère, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'elle génère
Surtout quand on est adolescent, en fait, ben, les écoles, les collèges, les lycées, c'est un peu des plaques tournantes, on va dire, des rumeurs et des légendes urbaines, parce que c'est un peu un âge où en fait on aime se faire peur, et c'est typiquement le genre d'histoire qu'on va raconter à des soirées ou alors au coin du feu. Bah, l'exemple que je donnais au début, c'est l'histoire de la statue de clown. Mon ami qui l'a raconté, typiquement, il l'a entendu chez les scouts. Et je pense que c'est un peu le genre de lieu où on est entre jeunes, en fait, et où on se raconte ce genre d'histoire pour se faire peur. Et un autre aspect aussi dont on parle moins, c'est que en fait, les légendes urbaines, elles ont aussi un côté où elles réenchantent en fait en quelque sorte le quotidien. Euh, on vit un petit peu dans une... en fait, si on se promène en ville, on se rend compte qu'il y a tout ce qu'on appelle les quartiers périurbains. Ben, c'est des quartiers qui... En fait, on va retrouver exactement les mêmes quartiers, les mêmes types d'architecture d'une ville à l'autre, et on peut avoir l'impression que notre quotidien, il a perdu un petit peu de sa magie, en fait, quand on se promène dans ces endroits. Et quand vous entendez ben, que tel magasin de vêtements, par exemple, quand j'étais petit, moi, c'était un grand magasin de vêtements, je ne citerai pas la marque, euh, qui avait son enseigne juste à côté de chez moi. Et en fait, j'avais entendu que dans ce magasin, eh ben, il y avait des enlèvements. En fait, on enlevait les enfants dans les cabines d'essayage, on leur tondait la tête et on les envoyait dans les pays de l'Est, en fait, pour faire je sais quoi. Et d'un côté, cette histoire, c'est vrai que quand on me la racontait enfant, elle me faisait peur. Mais en même temps, eh ben, euh, elle réenchantait en quelque sorte l'endroit où je vivais, parce que c'était plus, euh, c'était plus le magasin anonyme comme on peut en voir dans toutes les villes de France où j'allais. C'était l'endroit où il y avait des histoires fantastiques qui se passaient. Ça a réenchanté un peu ton shopping, peut-être forcé quand tu étais enfant. C'est ça que tu veux dire. Finalement, il y a un côté fascinant. On a l'impression que tu es fasciné comme peuvent l'être d'autres amateurs de ces légendes. Euh, voilà, c'est ça que tu veux nous dire finalement, c'est que ça suscite chez toi une sorte de fascination ou... Ouais, je pense qu'il y a un mélange un petit peu des deux. Je pense que, je pense que c'est des histoires qui me plaisent. Enfin, à travers mon blog, j'essaye de démontrer tous les clichés qu'il y a derrière. Mais je pense il y a une part de moi aussi qui suis un petit peu fasciné par ces histoires, par cette capacité de ces histoires à nous faire peur et aussi à réenchanter notre quotidien. Mm. D'accord. Est-ce que pour finir, tu aurais un message à adresser à tous les jeunes qui ont tendance à croire un peu facilement à ces légendes urbaines? Euh, le message que je pourrais adresser, c'est que bah, en fait, on peut tous se faire avoir par des fausses informations, par des légendes urbaines, des fake news, etc. Faut pas forcément avoir honte de tomber dans le panneau. Enfin, c'est pas forcément une question d'âge. Je pense quand on est adolescent, ben, on va plus se faire avoir par les récits de type légende urbaine. Mais vous avez d'autres types de fausses informations bah, qui vont plus toucher certains groupes d'adultes. C'est pas non plus une question de niveau social. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir de honte à se faire avoir par une fausse information. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que à partir du moment où une histoire va dans le sens de vos croyances ou de vos opinions, à partir du moment où elle génère une certaine émotion chez vous, faut être assez vigilant et avoir ce réflexe de, de vérifier et pas partager tout de suite ce type de fausses informations.
Oui, Aymeric, tu nous dis en fait que si ça touche notre sensibilité, c'est plus facile d'y croire. Ça touche un peu nos anxiétés, hein. On a tous nos fragilités et nos zones d'anxiété. Et plus ça touche le sujet qui nous fait peur, plus on a tendance à croire que c'est vrai finalement. Ouais, puis à ce sujet-là, j'ai cette fois, c'est pas vraiment une légende urbaine, c'est un canular auquel j'avais cru quand j'étais au lycée. Mais en fait, j'ai toujours adoré les animaux. Puis chez moi, on a toujours eu des animaux de compagnie. Donc c'est vrai que tout ce qui est, toutes les questions un peu de maltraitance animale, c'est des choses auxquelles j'ai toujours été très sensible. Et il y avait une histoire auquel j'avais cru quand j'étais adolescent. C'est l'histoire des bonsaï kittens. En fait, c'est un canular qui a été monté par des Américains qui avaient créé tout un faux site où ils expliquaient que en Asie, on enfermait des chatons dans des petites boîtes en plastique en fait, avec une sonde pour les nourrir et puis pour évacuer leurs excréments en fait. Et que en Asie, les gens, ils adoptaient ces bonsaï kittens, ils en faisaient un genre d'objet décoratif et puis on insérait une substance qui permettait aux os de ces chatons de se ramollir et ça permettait de les maintenir en vie pendant des années sans qu'ils meurent en fait. Et moi, je me souviens que j'avais vraiment été horrifié par cette histoire. Je me souviens, j'étais chez une amie qui m'avait montré ça sur son ordinateur, parce que tout le monde n'avait pas Internet à l'époque, et j'étais rentré chez moi vraiment dans un état de choc. Et j'ai un peu oublié cette histoire dans un coin de ma mémoire. Et en fait, c'est seulement il y a peut-être 2 ou 3 ans, quand je préparais pour Spocus l'interview d'une chercheuse belge qui travaille sur les légendes urbaines, Aurore van de Winkel. Je reçois son livre en fait pour préparer l'interview et là je vois, c'est un livre sur les légendes urbaines et je vois un chapitre Bonsaï Kitten et là je me rends compte qu'en fait cette histoire que j'avais entendue quand j'étais au lycée, elle était fausse en fait. Mais je m'étais fait avoir parce que ça touchait une corde sensible en fait. Oui, ton amour des chats et... Ouais. Des animaux domestiques en fait. Ouais. D'accord. Donc vous pouvez retrouver d'autres histoires de légendes urbaines sur le blog d'Aymeric, Spocus, hein, si tu veux nous donner l'adresse exacte. Mais je pense qu'en cherchant Spocus sur Google, vous tomberez directement sur le blog. Merci à tous d'avoir assisté à l'interview d'Aymeric Manzinali, qui est venu nous parler des légendes urbaines, en direct à la médiathèque André Malraux en salle de conférence. Et vous pouvez retrouver notre interview sur le YouTube et le Facebook des médiathèques, également en replay. Merci pour les questions, puis merci aux internautes qui suivent cette interview. Bon après-midi. Bon après-midi.